Dans les fjords glacés de Norvège, au début du IXe siècle, un homme portait un surnom qui le distinguait de tous les autres guerriers vikings. Ketil Flatnefre. Ketil au nez plate. Ce nom évoquait soit une blessure de combat, soit une caractéristique physique frappante qui avait marqué son visage depuis la naissance. Les sagas ne précisent pas l'origine exacte de cette particularité, mais ce qui est certain, c'est que ce surnom est devenu indissociable de l'un des plus grands conquérants vikings des îles écossaises. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette difformité n'a jamais handicapé Ketil. Au contraire, elle a forgé sa réputation de guerrier implacable. Dans une société où les surnoms décrivaient souvent les traits physiques les plus marquants, celui de Ketil sonnait comme un défi. On ne se moquait pas de son nez aplati en sa présence. Ceux qui l'avaient tenté ne vivaient jamais assez longtemps pour recommencer. Fils de Björn Grimson, Ketil est né vers 810 dans la région de Romsdal, sur la côte occidentale de Norvège. Certaines sources le placent à Sogne, mais peu importe l'endroit exact. Ce qui compte, c'est qu'il appartenait à une lignée de Hersir, ces commandants militaires qui contrôlaient des territoires pour le compte de rois locaux. Son père lui avait transmis non seulement des terres, mais aussi l'art de la guerre et la soif de pouvoir qui consumait les hommes du Nord. Ketil a grandi à une époque où la Norvège n'existait pas encore comme nation unie. Le pays se divisait en une mosaïque de petits royaumes rivaux. Chaque jarl, chaque roi local défendait farouchement son territoire. Les raids, les batailles et les alliances changeantes rythmaient la vie des Norvégiens. Dans ce chaos permanent, un homme ambitieux pouvait s'élever rapidement, mais il pouvait aussi tout perdre en un instant. Le jeune Ketil a appris à manier l'épée avant de savoir écrire les runes. Il a participé à ses premiers raids avant d'avoir 15 ans. Les mers autour de la Norvège regorgèrent de richesses à piller. Les monastères chrétiens d'Angleterre et d'Écosse représentèrent des cibles privilégiées. Leurs trésors et leur absence de défense militaire en faisaient des proies faciles pour les drakars vikings. Ketil excellait dans l'art de la navigation. Il connaissait les courants, les vents et les étoiles mieux que quiconque. Ses compagnons le respectaient pour son courage au combat, mais aussi pour sa capacité à les ramener vivants. Un bon chef viking ne se contentait pas de vaincre ses ennemis. Il devait aussi savoir quand attaquer, quand se retirer, et comment diviser le butin équitablement. Ketil possédait toutes ces qualités. Vers 830, Ketil avait déjà acquis une réputation solide parmi les Vikings de la côte occidentale. Il menait des expéditions vers les Orcades, les Shetland et les Hébrides. Ces îles écossaises servèrent de bases idéales pour lancer des raids sur l'Irlande et l'Angleterre. Les populations locales, un mélange de Pictes, de Scots et de Gaels, ne pouvaient pas résister aux attaques vikings bien organisées. Mais Ketil ne cherchait pas seulement le pillage, il voyait plus loin. Ces îles représentaient bien plus que des sources de butin temporaires. Elles constituaient des territoires stratégiques qu'on pouvait contrôler de manière permanente. Avec les bonnes alliances et suffisamment de guerriers, un homme intelligent pouvait se tailler un royaume dans ces terres disputées. Sa vie a basculé lorsqu'il a épousé Ingvild Ketilsdottir, fille de Ketilwetter, un Hersir respecté de Ringerike. Ce mariage n'était pas un simple arrangement. Il unissait deux familles puissantes et élargissait considérablement le réseau d'alliances de Ketil. Ingvild lui a donné plusieurs enfants qui allaient tous jouer des rôles cruciaux dans l'histoire viking. Björn Ketilsson, surnommé l'Oriental, Helgi Bjørn, Torun la Cornue et surtout Aude la Profonde, dont l'intelligence stratégique surpassait celle de nombreux hommes de son époque. Dans les années 850, la situation politique en Norvège s'est transformée radicalement. Un jeune roi ambitieux nommé Harald à la belle chevelure avait commencé sa conquête méthodique des petits royaumes norvégiens. Harald ne se contentait pas de vaincre ses adversaires. Il les soumettait complètement, exigeant leur allégeance totale ou les chassant de leurs terres. Harald Harfagri, Harald à la belle chevelure, était un homme différent des autres rois norvégiens. Né vers 850, il avait hérité de plusieurs petits royaumes dans le Vestfold, à la mort de son père Halfdan le Noir. Mais Harald ne voulait pas rester un roi parmi tant d'autres, il voulait unifier toute la Norvège sous sa seule autorité. La légende raconte qu'une princesse nommée Gyda l'aurait rejeté en déclarant qu'elle ne l'épouserait que s'il devenait roi de toute la Norvège.
Vrai ou faux, ce récit illustre parfaitement l'ambition démesurée de Harald. Il aurait fait le serment de ne plus couper ni peigner ses cheveux jusqu'à ce qu'il accomplisse cet objectif. Pendant 10 ans, sa chevelure a poussé, emmêlée et sauvage, symbole vivant de sa quête de pouvoir absolu. Harald ne menait pas une guerre ordinaire, il appliquait une stratégie systématique de conquête et de consolidation. Après chaque victoire, il confisquait les terres des vaincus et plaçait ses propres hommes comme gouverneurs. Il imposait des taxes lourdes et exigeait des serments d'allégeance inconditionnels. Les petits rois qui refusaient de se soumettre se retrouvaient dépossédés, chassés ou morts. Pour les Æsir comme Ketil, cette unification représentait une menace existentielle. Pendant des générations, les chefs norvégiens avaient gouverné leur territoire comme des seigneurs indépendants. Ils rendaient hommage à des rois locaux, certes, mais ils conservaient une autonomie considérable. Harald voulait écraser cette indépendance. Il exigeait une soumission totale, sans négociation possible. En 872, Harald a livré la bataille décisive de Hafrsfjord, près de l'actuel Stavanger. Cette confrontation navale gigantesque a opposé les forces de Harald à une coalition de rois et de jarls qui résistaient encore à son autorité. Le roi de Rogaland Sulke et son frère le jarl Soti, le roi Eirik de Hordaland, Kjotvi le riche d'Agdir avec son fils Thorir Aklang, tous se sont unis dans un dernier effort désespéré pour stopper Harald. La bataille a fait rage dans le fjord, les dracars s'entrechoquaient, les guerriers sautaient d'un navire à l'autre, les épées et les haches traçaient des arcs mortels dans l'air salin. Harald, bien préparé et disposant de forces supérieures, a écrasé ses adversaires. La plupart des rois rebelles sont tombés au combat. Kjotvi le riche a réussi à s'échapper, mais on n'a plus jamais entendu parler de lui. Cette victoire a marqué la naissance d'un royaume norvégien unifié. Harald contrôlait désormais pratiquement toute la côte norvégienne. Mais sa victoire a eu une conséquence imprévue. Des centaines, peut-être des milliers de Norvégiens ont refusé de vivre sous son autorité tyrannique. Ces hommes fiers, habitués à leur indépendance, ont préféré l'exil à la soumission. Ketil faisait partie de ces récalcitrants. Dans ses dernières années en Norvège, alors qu'il approchait la soixantaine, il a vu Harald à la belle chevelure étendre son emprise sur toutes les régions. Le jeune roi ne laissait aucune place aux grands hommes indépendants. Soit on se soumettait complètement, soit on partait. Les sagas racontent une réunion familiale où Ketil a demandé conseil à ses fils. Björn l'Oriental et Helgi Bjørn ont tous deux suggéré l'émigration vers l'Islande, cette terre nouvelle récemment découverte où des Norvégiens commençaient à s'installer. Mais Ketil, déjà âgé et peu enclin à recommencer une vie de colon dans une terre vierge et inhospitalière, a rejeté cette option. Il connaissait un endroit bien meilleur, les Hébrides. Ketil avait passé des décennies à mener des raids dans les îles écossaises. Il connaissait leurs côtes, leurs ports, leurs défenses. Il avait déjà établi des contacts avec les populations locales et avec d'autres vikings installés là-bas. Contrairement à l'Islande, territoire vide qu'il fallait coloniser de zéro, les Hébrides offraient des terres cultivables, du bétail, des villages déjà construits, il suffisait de les prendre. Mais l'histoire de l'arrivée de Ketil dans les Hébrides varie selon les sources. Le Landnámabók affirme que Harald lui-même a d'abord conquis les îles lors d'une expédition vers l'ouest, puis a dû faire face au retour des raiders vikings et des rebelles écossais. Devant ces problèmes, Harald aurait envoyé Ketil avec une armée pour reconquérir et pacifier les Hébrides au nom du roi. L'Eyrbyggja saga raconte une version différente. Selon cette source, Ketil aurait mené lui-même l'expédition de conquête sans ordre de Harald. Après avoir soumis les îles, il aurait tout simplement refusé de les rendre au roi, s'installant comme souverain indépendant. La Laxdæla saga présente encore une autre version. Elle décrit Ketil comme l'un des nombreux chefs norvégiens qui ont fui la tyrannie de Harald et se sont établis dans les îles pour échapper à son autorité. Quelle que soit la vérité exacte, le résultat reste le même. Vers le milieu des années 860, Ketil au nez plat est arrivé dans les Hébrides avec sa famille et ses guerriers. Et il n'avait aucune intention de payer tribut à Harald à la belle chevelure. Les Hébrides, ou Sudreyjar comme les appelaient les Norvégiens, formaient un archipel stratégique au large de la côte occidentale de l'Écosse. Ces îles du sud comprenaient des dizaines d'îles, des plus grandes comme Lewis, Skye,
et Islay, jusqu'aux plus petites, inhabitées mais utiles comme point d'ancrage ou poste d'observation. Quand Kétil est arrivé, les îles n'étaient pas vides. Des populations gaéliques y vivaient depuis des siècles. Les Pictes avaient occupé certaines régions. Des moines chrétiens avaient établi des monastères sur plusieurs îles. Et surtout, d'autres Vikings s'étaient déjà installés là, créant ce qu'on appelait les Galgaedil, les Gaëls étrangers, un peuple hybride norvégo-gaélique qui combinait la culture viking avec les traditions locales. Certains historiens pensent que Kétil pourrait être le même homme que Ketilfind, un chef des Galgaedil mentionné dans les annales d'Ulster. En 857, ce Kétil combattait en Irlande à la tête de forces norvégo-irlandaises, avant d'être vaincu par Imar et Amlaïb, deux puissants chefs vikings bien établis à Dublin. La connexion entre Kétil et Keitil reste débattue, mais elle montre que des chefs vikings opéraient déjà activement dans cette région à cette époque. L'arrivée de Kétil n'a donc pas représenté la première incursion viking dans les Hébrides, mais elle a marqué un tournant. Kétil n'est pas venu pour un simple raid saisonnier. Il est venu pour rester, pour gouverner, pour créer quelque chose de durable. Sa stratégie combinait la force militaire et la diplomatie. Les sagas mentionnent qu'il a conclu des accords avec les chefs les plus puissants des îles occidentales. Ces alliances étaient cruciales. Un conquérant isolé, même avec une centaine de guerriers d'élite, ne pouvait pas contrôler un archipel entier contre la volonté de toutes les populations locales. Kétil comprenait qu'il devait se créer des alliés, négocier des mariages entre familles, respecter certaines traditions locales tout en imposant son autorité militaire. Les sources suggèrent qu'il a établi sa base principale à Barra, une île du sud de l'archipel des Hébrides extérieures. De là, il contrôlait les routes maritimes entre l'Écosse, l'Irlande et la Norvège. Ses dracars patrouillaient constamment les eaux, interceptant les navires marchands, lançant des raids contre les côtes écossaises et irlandaises, éliminant les rivaux potentiels. Le royaume de Dal Riata, un ancien royaume gaélique qui s'étendait sur la région d'Argyll en Écosse continentale et les îles adjacentes, était en déclin à cette époque. Kétil a peut-être profité de cette faiblesse pour étendre son contrôle sur certaines parties de ce territoire. Des indices toponymiques suggèrent des liens forts entre les territoires contrôlés par Kétil et l'Écosse gaélique. Mais gouverner les Hébrides n'avait rien de simple. La géographie même de l'archipel compliquait toute tentative de centralisation. Chaque grande île possédait ses propres chefs, ses propres traditions, ses propres intérêts. Kétil ne pouvait pas être partout à la fois. Il devait s'appuyer sur des lieutenants de confiance, souvent ses propres fils et gendres, pour maintenir l'ordre et collecter les tribus. Les annales d'Ulster mentionnent diverses batailles et raids dans les îles écossaises durant cette période. En 857, la défaite de Kétil en Irlande contre Imar et Amlaïb montre que les chefs des Hébrides n'opéraient pas en vase clos. Ils participaient activement aux luttes de pouvoir qui déchiraient l'Irlande et le monde viking en général. Kétil maintenait des liens avec l'Irlande à travers sa fille Aude. Il l'a mariée à Olaf le Blanc, qui s'était autoproclamé roi de Dublin après avoir conquis cette ville lors de raids en Bretagne. Ce mariage représentait bien plus qu'une simple alliance familiale. Il unissait deux des plus puissants chefs vikings des îles britanniques. Leur fils, Thorstein le Rouge, allait devenir un guerrier redoutable qui conquérirait une grande partie du nord de l'Écosse. Les chroniques irlandaises de l'époque dressent un tableau d'une région en ébullition constante. Les Vikings de Dublin, les chefs des Hébrides, les rois gaéliques d'Irlande et d'Écosse, les Pictes du Nord, tous menaient des guerres incessantes pour le contrôle de territoires et de richesses. Dans ce chaos, Kétil a réussi à maintenir son pouvoir pendant près de 2 décennies, mais son autorité restait précaire. Le Landnámabók note qu'il n'a laissé aucun successeur direct dans les Hébrides. Après sa mort, les îles sont retombées dans un état de fragmentation. Cette observation suggère que le royaume de Kétil reposait davantage sur sa force personnelle et son charisme que sur des institutions durables. En réalité, Kétil gouvernait probablement plutôt comme un chef de guerre que comme un roi au sens médiéval du terme. Son autorité dépendait de sa capacité à diriger des raids réussis, à distribuer le butin équitablement, à protéger ses alliés et à punir ses ennemis. Les hommes le suivaient parce qu'il les enrichissait et parce qu'ils le craignaient, pas parce qu'il incarnait une institution légitime.
Cette forme de pouvoir personnel, typique de l'ère viking, explique pourquoi tant de royaumes vikings se sont effondrés à la mort de leur fondateur. Sans bureaucratie, sans loi écrite, sans succession clairement établie, tout reposait sur un seul homme. Quand cet homme mourait, le système s'écroulait. Ketil a dû faire face à des défis constants. Les chefs locaux qui acceptèrent son autorité aujourd'hui pouvaient se révolter demain si une meilleure opportunité se présentait. Les raids écossais et irlandais représentaient une menace permanente. Et surtout, Harald à la belle chevelure n'avait certainement pas oublié le Hersir rebelle qui lui défiait ouvertement depuis les Hébrides. Durant les années 860 et 870, Ketil au nez plat a atteint l'apogée de sa puissance. Il contrôlait un réseau d'îles qui s'étendait des Hébrides extérieures jusqu'à l'île de Man au sud. Certaines sources le qualifient de « roi des Sudraises », bien que ce titre ronflant ne corresponde probablement pas à une royauté formelle. Ketil exerçait plutôt une suprématie maritime, une domination basée sur la force des armes et le respect qu'inspirait son nom. Sa famille constituait son véritable atout stratégique. Contrairement à beaucoup de chefs vikings qui ne pensaient qu'à court terme, Ketil construisait un réseau d'alliances familiales qui s'étendait à travers tout le monde viking du Nord-Ouest. Chaque mariage, chaque naissance renforçait sa position. Sa fille Aude, surnommée la Profonde pour son intelligence et sa sagesse, vivait à Dublin avec son mari Olaf le Blanc. Dublin était devenu le centre nerveux du pouvoir viking en Irlande. Les Norvégiens y avaient établi un royaume puissant qui dominait une grande partie de la côte est irlandaise. Olaf menait des raids destructeurs contre les monastères irlandais, accumulant d'immenses richesses et une réputation de guerrier impitoyable. Aude n'était pas une simple épouse passive. Les sagas la décrivent comme une femme aux capacités exceptionnelles. Elle comprenait la politique, la stratégie militaire et les finances. Dans un monde dominé par les hommes, elle s'était forgé une place à force d'intelligence et de détermination. Son père Ketil reconnaissait en elle des qualités qu'il ne trouvait pas toujours chez ses fils. Thorstein le Rouge, le fils d'Aude et d'Olaf, grandissait dans cet environnement de violence et de conquête. Dès l'adolescence, il accompagnait son père dans ses raids. Il apprenait l'art de la guerre viking, comment diriger un drakkar, comment organiser un débarquement surprise, comment maximiser le butin tout en minimisant les pertes. Les autres enfants de Ketil jouaient également des rôles importants dans son réseau de pouvoir. Björn l'Oriental s'était établi dans des territoires à l'est, maintenant les liens avec la Scandinavie continentale. Helgi Bjørn contrôlait certaines positions stratégiques dans les îles. Torun la Cornue avait épousé Helgi le Maigre, un guerrier redoutable qui était le petit-fils de Serbal mac Dúnlainge, un roi irlandais puissant. Ce mariage unissait les mondes vikings et gaéliques, créant des alliances qui transcendaient les divisions ethniques habituelles. Ces connexions norvégo-gaéliques représentaient une caractéristique cruciale de l'empire de Ketil. Il ne cherchait pas à imposer une culture viking pure dans les territoires qu'il contrôlait. Au contraire, il acceptait et même encourageait les mariages mixtes, les échanges culturels, l'intégration des traditions locales. Cette flexibilité lui permettait de gouverner plus efficacement que des conquérants qui tentaient d'écraser complètement les cultures indigènes. Les sagas mentionnent que plusieurs membres de la famille de Ketil portèrent des surnoms gaéliques. Helgi Bjørn, Petite Bouche, en gaélique. Olaf Feilan, le petit-fils de Ketil, Petit Loup. Ces noms témoignent d'une immersion culturelle profonde. La famille de Ketil ne restait pas isolée dans des enclaves vikings. Ils parlaient gaélique, adoptaient des coutumes locales, se mariaient avec des familles gaéliques nobles. Aude elle-même était chrétienne, une rareté parmi les vikings de cette époque. Elle avait probablement adopté cette foi après son mariage avec Olaf, ou peut-être sous l'influence des populations irlandaises. Le christianisme se répandait lentement dans le monde viking, mais la plupart des guerriers restaient fidèles aux anciens dieux nordiques. Le fait qu'Aude ait embrassé ouvertement le christianisme tout en maintenant sa position de pouvoir montre l'ouverture d'esprit inhabituelle qui caractérisait la famille de Ketil. Les années 870 ont apporté des changements dramatiques. Harald à la belle chevelure, ayant consolidé son contrôle sur la Norvège, a tourné son attention vers les îles de l'Atlantique Nord.
Il ne pouvait pas tolérer que des Norvégiens rebelles continuent à opérer indépendamment depuis les Orcades, les Shetland et les Hébrides. Ces îles servaient de base d'arrière pour des raids contre la côte norvégienne, sapant constamment l'autorité de Harald. Harald a lancé une expédition punitive majeure vers l'ouest. Ses forces ont frappé les Orcades et les Shetland, installant des jarls loyaux pour gouverner ces territoires en son nom. Rognvald Eysteinsson, le jarl de Møre et l'un des plus proches alliés de Harald, a vu son fils Ivar tué pendant cette campagne. En compensation, Harald lui a offert le gouvernorat des îles. Mais Rognvald, préférant rester en Norvège, a cédé ce titre à son frère Sigurd, qui est devenu le premier jarl d'Orkney, fondant une dynastie qui allait durer des siècles. Cette expédition a probablement touché aussi les Hébrides, bien que les sources soient moins claires sur ce point. Certains historiens pensent que Harald est allé aussi loin au sud que l'île de Man. Si c'est le cas, Ketil a dû faire face à une menace directe contre son autorité. Mais contrairement aux chefs des Orcades qui ont été soumis ou remplacés, Ketil semble avoir maintenu son indépendance. Peut-être était-il simplement trop bien établi, trop puissant, trop loin de la Norvège pour que Harald puisse le déloger facilement. Ou peut-être un accord tacite a-t-il été trouvé. Ketil ne représentait plus une menace directe pour Harald puisqu'il ne lançait plus de raids contre la Norvège. Il se concentrait sur ses propres affaires dans les îles écossaises et en Irlande. En 873, Imar, l'un des plus puissants chefs vikings de Dublin et probable père de toute une dynastie de rois norvégiens en Irlande, est mort. 2 ans plus tard, en 875, Olaf le Blanc est tombé à son tour. Les circonstances exactes de leur mort restent inconnues, mais ces événements ont bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans la région. Pour Aude, ces morts signifiaient une catastrophe personnelle. Elle avait perdu son mari et l'un de ses principaux alliés politiques. Dublin entrait dans une période d'instabilité, avec différentes factions se battant pour le contrôle. La position d'Aude et de son fils Thorstein devenait précaire. Thorstein, désormais adulte et guerrier accompli, a pris une décision audacieuse. Plutôt que de rester à Dublin pour se battre dans des guerres de succession sans fin, il est retourné dans les Hébrides auprès de son grand-père Ketil. Là, il a épousé Thurid, fille d'Eyvind l'Oriental et de Rafarta, elle-même fille du roi irlandais Serbal. Encore un mariage stratégique renforçant les liens entre Norvégiens et Gaëls. Mais Thorstein ne se contentait pas d'un mariage politique. Il voulait se tailler son propre royaume, et il a jeté son dévolu sur l'Écosse du Nord. Thorstein le Rouge possédait l'ambition de son grand-père et la férocité guerrière de son père. Dans les années 870 et 880, il a lancé une série de campagnes dévastatrices dans le nord de l'Écosse. Allié avec Sigurd Eysteinsson, le jarl d'Orkney récemment installé par Harald à la belle chevelure, Thorstein a mené ses guerriers à travers le Caithness, le Sutherland, le Ross et la Moravie. Les populations pictes et écossaises de ces régions n'avaient jamais fait face à une invasion viking aussi coordonnée et systématique. Les raids vikings habituels consistaient en attaques rapides suivies de retraits. Thorstein menait une véritable guerre de conquête. Il ne se contentait pas de piller. Il s'installait, établissait des garnisons, collectait des tributs réguliers. Les sagas affirment qu'il a reçu tribut de la moitié de l'Écosse. Cette affirmation est probablement exagérée, mais elle reflète l'ampleur réelle de ses conquêtes. Thorstein contrôlait effectivement une large bande de territoire dans le nord de l'Écosse, créant un domaine qui s'étendait des Hébrides jusqu'aux Highlands centrales. Pour Ketil, vieillissant mais toujours actif, les conquêtes de son petit-fils représentaient l'aboutissement de décennies de stratégie. Sa famille dominait désormais un territoire qui s'étendait sur des centaines de kilomètres, de l'Irlande à l'Écosse, contrôlant certaines des routes maritimes les plus importantes du monde viking. Mais l'empire familial de Ketil reposait sur des fondations fragiles. Les chefs écossais qu'ils avaient vaincus n'acceptaient pas passivement la domination viking. Ils attendaient le coloreur, guettant le moindre signe de faiblesse. Cette opportunité est arrivée vers 880 ou peut-être 890, les dates exactes restant floues dans les sources. Les chefs écossais ont fomenté un complot contre Thorstein. Ils l'ont attiré dans un piège, probablement lors d'une bataille ou d'une embuscade. Les détails précis de sa mort restent mystérieux, mais le résultat était clair. Thorstein le Rouge,
le conquérant des Highlands, était tombé. Cette mort a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. Sans Thorstein pour maintenir l'ordre par la force, les territoires écossais qu'il contrôlait se sont immédiatement révoltés. Les garnisons vikings, isolées et dépassées en nombre, ont été massacrées ou enfuies. En quelques mois, toutes les conquêtes de Thorstein se sont effondrées. Aude se trouvait à Caithness quand elle a appris la nouvelle. À 60 ans passés, elle avait déjà survécu à son mari et maintenant, elle perdait son fils unique. Elle se retrouvait dans un territoire hostile, entourée d'ennemis qui n'attendaient qu'une occasion de venger des années de domination viking. Ses 6 petites filles et son petit-fils Olaf Feilan dépendaient entièrement d'elle pour leur survie. Mais Aude n'était pas femme à se laisser paralyser par le chagrin. Les sagas racontent qu'elle a immédiatement élaboré un plan d'évacuation audacieux. Elle a commandé la construction secrète d'un Knar, un navire viking robuste conçu pour les traversées océaniques dans les forêts de Caithness. Pourquoi secrètement? Probablement pour éviter que ses ennemis ne découvrent ses intentions et ne sabotent son départ. Une fois le navire terminé, Aude a pris le commandement personnellement. Elle a embarqué sa famille, 20 hommes d'équipage loyaux et plusieurs prisonniers capturés lors de raids précédents. Puis elle a mis les voiles, laissant derrière elle les territoires écossais ensanglantés. Son premier arrêt était les Orcades. Là, elle a marié sa petite-fille Groa à un jarl local, créant une alliance qui protégerait ses descendants dans ces îles. Puis elle a navigué vers les îles Féroé, où elle a marié une autre petite-fille, Olaf, à un homme important de ces terres. Chaque mariage tissait un nouveau fil dans le réseau de sécurité qu'elle construisait pour sa famille. Mais Aude ne s'arrêtait pas là. Sa destination finale était l'Islande. L'Islande représentait la nouvelle frontière du monde viking. Découverte quelques décennies plus tôt, cette immense île volcanique du nord de l'Atlantique attirait des Norvégiens fuyant la tyrannie de Harald à la belle chevelure. C'était une terre vierge, sans roi, sans seigneur, où un homme libre pouvait s'installer et créer sa propre ferme sans devoir allégeance à personne. Les frères de Aude, Björn et Helgi, s'y étaient déjà établis, suivant le conseil qu'ils avaient donné à leur père Ketil des années auparavant. Maintenant, Aude suivait leur chemin. Durant la traversée vers l'Islande, Aude a pris une décision remarquable. Elle a libéré les prisonniers qu'elle transportait. Ces hommes, capturés lors de raids autour des îles britanniques, sont devenus des affranchis. Ils n'étaient pas complètement libres, ils conservaient un statut intermédiaire entre esclaves et hommes libres, mais ils n'étaient plus sa propriété. Et plus important encore, elle leur a promis des terres en Islande. Ce geste révèle beaucoup sur le caractère d'Aude. Dans un monde brutal où les prisonniers de guerre étaient traités comme du bétail, elle montrait une compassion inhabituelle, mais ce n'était pas que de la bonté. C'était aussi du pragmatisme. Ces hommes libérés deviendraient ses alliés loyaux dans ce nouveau pays. Ils lui devraient tout et combattraient pour protéger ses intérêts. Le navire d'Aude a fait naufrage sur la côte ouest de l'Islande, près de Lfusaros. Mais personne n'est mort et tous les biens ont été sauvés. Aude a d'abord cherché refuge chez son frère Helgi à Hof, dans le Kjalarnes. Mais Helgi lui a fait une offre insultante. Il hébergerait seulement la moitié de son groupe. Furieuse de cette mesquinerie, Aude est repartie immédiatement. Elle s'est dirigée vers l'ouest, vers Bjarnarhöfn, où vivait son autre frère Björn. Celui-ci s'est montré beaucoup plus généreux, offrant l'hospitalité à tous. Aude a passé l'hiver avec lui, planifiant sa prochaine étape. Au printemps, elle a revendiqué un territoire immense dans la région de Breiðafjörður, entre les rivières Dagverdara et Skraumulopsa. C'était une terre fertile avec de bons pâturages et un accès à la mer. Elle a distribué des portions de ce territoire à ses hommes libérés et à ses compagnons loyaux. L'un des affranchis, Vifil, a reçu Vifilsdal, un valet qui porte encore son nom aujourd'hui. Aude a établi sa ferme principale à Vamur. De là, elle gérait ses terres comme elle avait autrefois géré les affaires de son mari à Dublin. Elle a continué à marier stratégiquement ses petites filles, créant un réseau d'alliances qui s'étendait à travers toute l'Islande occidentale. Chrétienne fervente, elle a érigé des croix sur plusieurs collines près de la mer, où elle allait prier.
Ces lieux sont devenus connus sous le nom de Crossolar, les collines des croix. En 1965, les femmes de la région ont élevé une grande croix de pierre en son honneur sur le site de Crossolaborg, reconnaissant le rôle crucial qu'Aud avait joué dans l'établissement de leur région. Les sagas divergent sur la fin de la vie d'Aud. Le Landnámabók raconte qu'elle est morte la 3e nuit d'un grand festin qu'elle organisait comme célébration d'adieu. Elle avait demandé aux invités de continuer la fête pendant 3 nuits supplémentaires en guise de veillée funèbre. Elle a été enterrée dans la zone des marais car il n'existait pas de cimetière consacré en Islande à l'époque. La Laxdæla saga offre une version différente. Elle présente Aud comme une païenne renommée pour sa sagesse plutôt qu'une chrétienne. Dans cette version, elle est morte pendant le festin de mariage de son petit-fils et a reçu des funérailles vikings traditionnelles, enterrée dans un navire. Quelle que soit la vérité, Aud la Profonde est devenue l'une des figures les plus célèbres de l'histoire islandaise. Des dizaines de familles importantes d'Islande médiévale revendiquaient une descendance directe d'elle. Les Sturlungs, l'une des plus puissantes familles de l'Islande médiévale, possédaient la ferme de Hvamur que Aud avait fondée. Ketil au nez plat n'a jamais quitté les îles écossaises. Contrairement à ses fils Björn et Helgi, contrairement à sa fille Aud, il était resté dans les Hébrides jusqu'à sa mort vers 880 ou 890. Cette décision révèle son caractère profond. Après plus de 20 ans à bâtir son pouvoir dans ces îles, partir en Islande aurait signifié abandonner tout son œuvre. Ketil était trop vieux pour recommencer. Il a préféré mourir sur les terres qu'il avait conquises. Le Landnámabók note qu'après sa mort, l'activité viking dans l'ouest de l'Écosse s'est pratiquement arrêtée pendant 4 décennies. Son empire personnel s'est effondré instantanément. Sans Ketil pour maintenir les alliances et diriger les guerriers, tout s'est désintégré. Son royaume n'était qu'une confédération personnelle maintenue par le charisme et la force. Harald à la belle chevelure avait créé des institutions durables en Norvège. Ketil, lui, n'avait rien laissé de tel, mais son héritage a survécu autrement. Ses descendants ont joué des rôles cruciaux en Islande. Aud avait sauvé la famille en emmenant ses petits-enfants vers cette nouvelle terre. Groa aux Orcades, Olaf aux Féroé, Olaf Fælan en Islande, tous ont fondé des lignées prospères. En Islande, l'absence de roi créait un système politique unique. L'Althing, fondé en 930, réunissait les chefs de clan pour légiférer. Les descendants de Ketil faisaient partie de cette élite dirigeante. Les sagas islandaises, Laxdæla, Eyrbyggja, Éric le Rouge, toutes mentionnent Ketil. Ces textes, écrits 2 ou 3 siècles plus tard, mélangent histoire et légende familiale. Mais ils témoignent de son importance durable. Ketil est devenu un symbole de résistance à la tyrannie, incarnant le refus de se soumettre à Harald. Son histoire montrait qu'un homme déterminé, même marqué physiquement, pouvait s'élever au rang de chef respecté. Les analyses génétiques modernes confirment l'importance des migrants hébridènes dans le peuplement islandais. Environ 75 à 80% des Islandais actuels portent des marqueurs scandinaves paternels. Mais 20 à 25% montrent une ascendance gaélique maternelle. Ces chiffres correspondent exactement aux sagas. Des Vikings épousant des Gaéliques dans les Hébrides, puis emmenant ces familles mixtes en Islande. Des familles comme celle de Ketil formaient le noyau des premiers colons. Ils n'étaient pas des Norvégiens purs, mais des hybrides culturels. Le monde viking du IXe siècle était incroyablement diversifié. Les chefs épousaient des princesses irlandaises, des nobles gaéliques. Leurs enfants grandissaient multilingues, honorant différents dieux, combinant différentes traditions. Ketil incarnait parfaitement cette complexité. Norvégien d'origine, il a vécu principalement dans les îles écossaises. Ses enfants portaient des noms gaéliques. Sa fille était chrétienne. Qui était vraiment Ketil ? Un roi ? Un chef de guerre ? Un pirate ? Un visionnaire créant une société multiculturelle ? La vérité contient tous ces éléments. Ketil était un produit de son époque, une ère de violence et de transformation radicale. Dans ce chaos, un Æsir ordinaire pouvait devenir maître d'un archipel avec courage, ruse et chance. Mais l'ascension restait précaire. Son surnom « Nez plate » rappelle qu'il était un homme réel, avec un corps imparfait.
Dans une société valorisant la beauté physique, Ketil a transformé une faiblesse en force. Son surnom le rendait mémorable, le distinguait des centaines d'autres Ketil. Son refus de payer tribut à Harald définit également son caractère. Pourquoi se soumettre à un jeune roi simplement parce qu'il avait gagné des batailles? Cette fierté viking explique pourquoi tant de Norvégiens ont préféré l'exil. Ils valorisaient leur liberté plus que le confort. Les historiens débattent de l'historicité exacte de Ketil. Les sagas combinaient traditions orales et inventions littéraires. Mais le cadre général semble fiable. Un chef nommé Ketil a opéré dans les Hébrides au milieu du IXe siècle, établissant un pouvoir significatif. Ses descendants ont joué des rôles majeurs en Islande. L'archéologie confirme la présence viking massive dans les Hébrides. Les noms de lieux d'origine norroise témoignent d'une présence prolongée. L'histoire de Ketil transcende la simple biographie. Elle illustre les dynamiques qui ont façonné l'Europe du Nord viking. La résistance à la centralisation politique a stimulé l'expansion vers l'Atlantique Nord. Sans la tyrannie de Harald, l'Islande serait restée marginale. Au lieu de cela, elle est devenue un refuge pour l'élite norvégienne déplacée. Hersir, guerriers accomplis, marchands prospères. Ils ont apporté compétences, richesses et traditions culturelles. Le résultat était remarquable. L'Islande est devenue une société unique en Europe médiévale. Sans roi ni noblesse héréditaire formelle, le pouvoir circulait entre familles puissantes. L'Althing est souvent considéré comme le plus ancien parlement encore existant. Cette tradition démocratique découlait du rejet de l'autorité royale par des hommes comme Ketil. La saga enseigne aussi l'importance de la flexibilité culturelle. Le succès de Ketil ne reposait pas sur l'imposition d'une culture viking pure. Il acceptait les mariages mixtes, l'adoption de coutumes locales. Cette ouverture lui permettait de gouverner des populations diversifiées sans oppression constante. D'autres conquérants vikings imposant brutalement leur culture provoquèrent des révoltes et finissaient massacrés. Ketil comprenait que le pouvoir durable nécessitait l'accommodement. Aude a poussé cette leçon plus loin. En libérant ses prisonniers et leur donnant des terres en Islande, elle créait des alliés loyaux. Ces affranchis lui devaient tout. Cette générosité stratégique contrastait avec la brutalité gratuite de nombreux chefs vikings. L'échec de Ketil à créer un royaume durable illustre les limites du pouvoir personnel. Il maintenait son autorité par sa personnalité, ses compétences militaires et ses alliances. Mais il n'a jamais construit d'institutions capables de lui survivre. Harald a réussi là où Ketil a échoué parce qu'il créait des structures durables, lois, gouverneurs loyaux, bureaucratie rudimentaire. Pourtant, Ketil a réussi différemment. Son but n'était peut-être jamais un royaume éternel. Il voulait vivre libre, gouverner à sa manière, protéger sa famille. Tous ses objectifs, il les a accomplis. Il a créé une dynastie. Ses descendants ont prospéré en Islande, aux Orcades, aux Féroé. Des milliers de personnes aujourd'hui tracent leur ascendance jusqu'à lui. Dans la mentalité viking, cette continuité familiale représentait le succès ultime. Le surnom Flatnefr, né plat, rend Ketil unique. Les sagas ne l'expliquent jamais directement. Peut-être est-il né ainsi, une variation naturelle. Peut-être son nez a été brisé dans un combat et mal guéri. Certains chercheurs spéculent sur des ancêtres samis. Quelle que soit l'origine, le surnom est resté toute sa vie, sans l'handicaper socialement. Au contraire, il renforçait sa présence mémorable. Dans la culture viking, les surnoms constituaient l'identité essentielle. Harald a la belle chevelure, Ivar le désossé, Ragnar Lodbrok, ces noms amplifiaient la réputation. Le surnom humanisait Ketil, rappelant qu'un homme ordinaire se cachait sous l'image terrifiante du chef de guerre. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après sa mort, Ketil au nez plat résonne avec force. Le surnom capture l'imagination, transformant une simple entrée généalogique en individu tangible. Cette qualité mémorable lui a permis de transcender son époque. Son surnom garantissait qu'on se souviendrait de lui. Les érudits étudient encore Ketil. Les touristes visitent les sites de ses descendants en Islande. La série Vikings l'a introduit à des millions de spectateurs modernes. Cette immortalité culturelle représente la victoire ultime pour un viking. Le viking au nez plat qui a refusé de s'agenouiller devant un roi vit encore dans notre imagination collective. Il incarne l'esprit d'indépendance, le courage face à l'adversité,
la capacité à transformer une faiblesse en force distinctive.